Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde en direct. Ravi de vous retrouver, toujours masqué, mais toujours très heureuse d'être avec vous. Au sommaire ce soir, nous recevons Laurent Berger, le patron de la CFDT. L'occasion de passer au crible avec lui l'action du gouvernement alors qu'une vague sans précédent de faillite menace. Comment contenir l'hémorragie face à une crise sanitaire qui n'en finit plus? Les mesures d'urgence sont-elles à la hauteur? Y a-t-il des propositions pour les améliorer? On en débat dans un instant avec nos invités. Nous évoquerons aussi la crise sociale avec tous ces nouveaux visages de la pauvreté. On a vu arriver des gens qu'on n'avait jamais vus. Toutes les associations caritatives en témoignent. La demande d'aide alimentaire explose. Qui sont ces nouveaux publics qui basculent? Ceux qui n'ont plus rien sont-ils les grands oubliés? Nous en parlerons également. Enfin, on s'arrêtera sur les vaccins. C'est l'une des rares bonnes nouvelles en cette période si pesante. La campagne vaccinale va commencer en janvier. C'est ce que promet le gouvernement. Mais la France est-elle prête? Décryptage à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Voilà pour le programme. #CVR, n'oubliez pas. Tout de suite, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, secrétaire général de la CFDT. Vous avez publié il y a quelques semaines à peine « Sortir de la crise, agir vite, penser loin ». C'est chez Kalman Levy, à l'époque on disait le monde d'après. Il s'éloigne de plus en plus face à cette crise sanitaire qui n'en finit pas. On en dira un mot tout à l'heure. Mais on avait envie de vous proposer un débat avec Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député En Marche et surtout président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. On va débattre à la fois des réponses que le gouvernement apporte depuis le début de cette crise sanitaire. Sont-elles justes? Sont-elles efficaces? Surtout par rapport à cette pauvreté qui nous saute au visage, j'ai envie de dire, ce soir. Jean Mercart, le porte-parole France et Europe du Secours catholique, va nous rejoindre dans un instant. Enfin, bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir Stéphane à tous. Blakowski, à mes côtés, comme tous les soirs, qui va ouvrir ce débat avec son billet d'actu. Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris, ce soir, la pauvreté explose. Ouais, si j'ai bien compris, Myriam, les principales victimes de la crise du Covid en France, ce sont les plus démunis. Alors depuis le début de la crise, les milliardaires, eux, ont gagné encore plus de milliards. Les Français les plus riches ont épargné des sommes considérables. Sinon, les retraités, les fonctionnaires, les salariés qui ont bénéficié du chômage partiel, eux, ont gardé la tête hors de l'eau. En revanche, la crise a eu un effet dévastateur sur les plus démunis. Quelques chiffres qu'on peut citer. Les demandes du RSA, on estime qu'elles ont augmenté d'environ 10%. L'aide alimentaire, vous en parliez, accueille 20 à 30% de personnes en plus qui cherchent des repas gratuits. Donc au total, on estime qu'il y a environ 1 million de Français qui ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise. 1 million, c'était énorme. C'est l'INSEE qui avance ce chiffre. Le gouvernement ne reste pas inactif, j'imagine? Alors non, on ne peut pas dire que le gouvernement est inactif, mais en même temps, on n'a pas non plus l'impression que la lutte contre la pauvreté soit vraiment la priorité du gouvernement. Vous voyez, dans le plan de relance dont on nous a beaucoup parlé, il y avait 100 milliards. Il y a 20 milliards qui sont consacrés à des baisses d'impôts pour les entreprises. En revanche, quand on additionne toutes les mesures pour les plus précaires, on n'arrive même pas à 2 milliards. Vous voyez, ça fait 10 fois moins. En fait, on a l'impression que quand il s'agit d'aider les plus pauvres, le gouvernement a tendance à être un petit peu radin. Donc, par exemple, vous savez, on a eu cette idée d'une aide de 150 €. Au début, Jean Castex ne voulait pas que cette aide modique de 150 € soit versée à ceux qui touchent l'APL, qui sont souvent des étudiants. Donc, il a quand même pris 2 jours pour réfléchir. Il s'est dit que c'était peut-être un petit coup de pouce qu'on pouvait donner pour aider les jeunes. Donc, il a finalement accordé cette prime de 150 € pour les bénéficiaires de l'APL. Oui, effectivement. Vu l'ampleur de la crise, 150 €, franchement, c'est pas énorme. Alors, comme vous dites. En une fois, hein, c'est pas énorme, chaque mois. Surtout que le gouvernement disait que quoi qu'il en coûte, il était prêt à dépenser pour faire face à la crise. Donc, puisque c'était quoi qu'il en coûte, on aurait pu imaginer que les plus pauvres bénéficient d'un effort supplémentaire, comme par exemple certains syndicats le demandent, donc Laurent Berger, une hausse du RSA. Je crois que vous me demandiez, vous, 100 €. Bon, alors le problème, c'est que le président Macron, sur ce point, il est totalement inflexible. On l'écoute. Moi, je tiens aussi à une chose, c'est qu'on ne perde pas nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est la lutte contre la pauvreté par le retour à l'activité et le travail. Et plus on augmente de manière unilatérale tous nos minima sociaux, et on les rebaisse jamais après, plus on rend difficile le retour à l'activité.
Oui, donc selon le professeur chef de l'État Emmanuel Macron, le remède à la pauvreté, c'est l'emploi. Exactement, Myriam. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, sachant que l'année prochaine, la Banque de France nous dit que le taux de chômage va dépasser les 11%, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Hein. Vous vous souvenez qu'en 2018, il a été filmé dans son bureau et il disait dans ce pays, on claque un pognon de dingue pour les minima sociaux et c'est pas très efficace. Donc, manifestement, il est toujours sur la même ligne, mais les syndicats qui sont représentés ici par Laurent Berger ne sont pas les seuls à réclamer une hausse des minima sociaux. Il y a même des grands patrons qui sont sur cette ligne-là. Voilà, par exemple, Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, il était sur BFM Business et lui, il voulait une hausse durable, donc pas juste une petite prime, une hausse durable des minima sociaux. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, mais est-ce que ça ne va pas coûter un pognon de dingue? Vous ne l'avez pas dit, mais vous pourriez le dire. Je ne l'ai pas dit. Donc rassurez-vous Myriam, j'ai la solution. Je vous ai trouvé un autre grand patron qui lui aussi réclame une hausse des minima sociaux, mais qui en plus a une solution pour financer cette hausse. C'est Louis Gallois. On l'écoute. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une solidarité qui s'exprime dans la crise par des impôts sur les personnes les plus riches. Ça peut être une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu qui peut être provisoire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait cette solidarité puisse s'exprimer d'une certaine manière. On ne comprendrait pas que cette solidarité ne s'exprime pas parce que ce sont les pauvres qui ont payé la crise au prix fort. C'est eux qui ont le plus subi le choc. Alors vous voyez, le gouvernement a dépensé coûte que coûte, hein, quoi qu'il en coûte plutôt, quand il s'agissait du chômage partiel, quand il s'agissait d'aider les entreprises, et ça a été plutôt efficace. Mais là, quand on voit se développer la pauvreté en France, on a le sentiment qu'il y a quand même un effet de bombe à retardement. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plus aider les démunis si on ne veut pas éviter une explosion sociale, peut-être même dès l'année prochaine? Merci beaucoup. Voilà, le décor est planté. Laurent Berger, pour rebondir, est-ce que vous diriez que les plus modestes, les plus précaires sont les grands oubliés de cette crise sanitaire et du gouvernement? Je dirais que les personnes qui sont en situation de pauvreté ou qui sont en précarité ne sont pas suffisamment aidées. Moi, je ne suis pas dans le binaire, j'ai jamais ce type de réflexion. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. D'abord, il faut le dire, dans le quoi qu'il en coûte, il y a tout le soutien aux travailleurs à travers l'activité partielle. Ça a évidemment évité, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays européens, des travailleurs de tomber dans la situation. Heureusement qu'il était là, le chômage partiel. Bien sûr. C'est dit. Mais sur la situation spécifique des personnes qui sont en situation de pauvreté ou qui sont sur le fil de rasoir et qui risquent d'y tomber, ça n'a pas été à la hauteur. Moi, dès le début du plan de relance, j'ai dit que le grand absent de ce plan de relance, c'était le soutien à la demande à travers une aide spécifique des personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, en situation de pauvreté, à travers l'augmentation du RSA, l'instauration d'un RSA jeune. Je crois qu'il y a un angle spécifique on va y en parler. De la jeunesse. Aujourd'hui, c'est à partir de 25 ans. Peut-être aussi de façon temporaire pour le coup, mais un chèque relance qui soit à la hauteur pour que on ne tolère pas dans notre pays qu'il y ait 10 millions de personnes qui soient en situation de pauvreté et un enfant sur 5 qui soit en situation de pauvreté. Alors, on va parler des solutions. Je voudrais qu'on reste sur le diagnostic. J'en profite. Si vous n'étiez pas là avant, c'est parce qu'on a des raisons de place, ces contraintes de sécurité sanitaire. Jean-Marc Hart, bonsoir. Bonsoir. Je le disais dans le sommaire, vous êtes le porte-parole France et Europe du Secours catholique. Vous allez nous dire dans un instant qui vous voyez venir dans votre association. Mais d'abord, Roland Lescure, est-ce que vous avez, au fond, anticipé cette grande vague de pauvreté? Est-ce que c'est à la hauteur? On a l'impression, franchement, quand on regarde le plan de relance, on n'est même pas à 1% pour les plus modestes. C'est une faute? Alors, d'abord, on est un peu plus que 1%. Et puis, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure quand même. Et je veux surtout pas botter en touche. Il y a un sujet sur les plus précaires, Laurent Berger l'a dit. Mais j'en ai un peu marre, je dois le dire vraiment franchement, qu'on oppose tout le temps les entreprises et les Françaises et les Français. Parce que si on baisse l'impôt de production pour les entreprises, c'est pas pour enrichir Jeff Bezos, c'est pour avoir plus d'entreprises en France et plus d'emplois. Quand on fait du chômage partiel, c'est pour s'assurer que le lien d'emploi avec l'entreprise soit maintenu. Mais là, je vous parle d'urgence sociale. Non, mais c'est important parce que ça va ensemble. On baisse les impôts de production, c'est pas tout de suite, c'est dans la relance. Tout ça va prendre du temps. Les dizaines de milliards qu'on a mis sur le chômage partiel, c'est pas pour aider les patrons, c'est pour s'assurer qu'on garde le lien d'emploi
avec l'entreprise pour la plupart des employés français, pour éviter justement qu'ils tombent dans la pauvreté. Du budget de l'année. Des quatre plans d'urgence qu'on a votés depuis le printemps. Mais là, ensuite, on est au cœur de l'urgence. Non, mais attendez, donc je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux. Ça, c'est sur la vision, d'accord. Non, c'est sur le concret. Parce que plus de gens pourront rester dans l'entreprise, garder ce lien à l'entreprise, moins on en aura qui tomberont dans la pauvreté. Maintenant, c'est vrai, les chiffres le montrent, on parlait d'1 million en plus, il y a des gens aujourd'hui qui sont frappés par une extrême précarité, y compris d'ailleurs des gens qui travaillent, et c'est ceux-là qu'il faut aider. On l'a fait, on l'a peut-être pas fait assez, mais on l'a fait, et on l'a fait de manière importante quand même. Non, mais je veux juste rappeler que pour les étudiants, c'est ce que vous pensez quand on dit on l'a peut-être pas fait assez. Est-ce que c'est une question que vous lancez comme ça dans le débat, ou c'est ce que vous pensez, vous, personnellement? Non, moi je pense qu'il faut qu'on évalue, et c'est vrai que les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, et les témoignages d'ailleurs qu'on a sur le terrain sont assez saisissants, donc il faut qu'on les prenne à bord. Mais il ne faut pas oublier que sur les APL, sur le RSA, en tout cas sur ceux qui sont bénéficiaires du RSA, on a fait des choses, c'était il y a 4 semaines, le Premier ministre les a annoncées, on a fait des choses pour les étudiants, on a aussi mis en place un dispositif d'emploi des jeunes, parce que on peut ne pas être d'accord avec le diagnostic du professeur Macron, comme vous l'appelez, mais moi je suis convaincu. Je me suis permis cette expression, c'est le président de la République. Hein. Oui, non, mais ça fait quand même 25 ans que on a fait un choix qui, de mon point de vue, n'a pas été assez efficace, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, notamment pour les jeunes, c'est de les ramener vers l'emploi, et juste en passant, ça marche. C'est-à-dire que les primes à l'embauche pour les jeunes qu'on a annoncées, qu'on a mis en place dès cet été, elles se traduisent aujourd'hui par des embauches de jeunes qui, là encore, sont des jeunes qui ne tomberont pas dans la pauvreté. Alors, c'est important. Là, moi, j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'on est dans une situation exceptionnelle et je voudrais qu'on la décrive avec vous. Je vous donne la parole dans un instant, mais on va d'abord regarder le sujet, le reportage d'Hélène Bonduel qui s'est rendue dans 2 antennes, celle des Restos du Cœur et du Secours Populaire. Reportage. 1 heure avant l'ouverture, ils sont déjà nombreux à faire la queue devant ce local parisien des Restos du Cœur. Le responsable, lui, guette l'arrivée des nouvelles denrées alimentaires. Vous voyez, on va donner du lait, de la farine, des clémentines. Là-bas, il y a des dates. C'est plus que bienvenu, parce qu'on n'avait pas assez de stock. Pas assez de stock, car ici, on est passé de 800 à 1100 bénéficiaires en quelques mois seulement. Principalement les gens qui sont au chômage récemment, quoi. Avec la crise du Covid et des gens qui n'étaient pas dans le besoin, qui y sont maintenant, quoi, par la force des choses, quoi. Vous les voyez arriver chez vous? Oui, des jeunes qu'on n'avait pas avant. De nouveaux profils de personnes que 2 confinements successifs ont fait basculer dans la précarité. Dans un premier temps, il y avait ceux avec les écoles fermées, donc ils avaient besoin de nourrir les enfants le midi. Après, il y a ceux qui ont perdu leur emploi. Ça touche les personnes qui avaient des emplois, entre guillemets, précaires, liés à la restauration ou liés aux personnes qui font du nettoyage à domicile. Vous avez le droit à 2 litres de lait. Voilà. C'est aussi le cas d'Arlette, assistante petite enfance, qui a dû se résoudre à venir chercher des colis alimentaires. J'ai fait en fait CAP petite enfance, à la crèche. Et après, par contre, il y a eu la première vague, et voilà, ça a tout déclenché, j'ai perdu l'emploi. Et là, je suis obligée maintenant de venir au resto pour me ravitailler. Grâce à ces denrées, elle va pouvoir se nourrir pendant 2 semaines. Mais pousser la porte des associations caritatives est souvent un pas difficile à franchir la première fois. On a l'expérience un peu des personnes qui sont un peu devant la porte, qui n'osent pas rentrer et qui ont la gêne de vouloir passer cette porte. C'est pas aussi simple que ça de passer une porte en disant est-ce que vous avez quelque chose à manger? Voilà madame, aujourd'hui vous avez du steak haché, des côtes de porc, une pizza. Le Secours populaire français a vu ses demandes d'aide augmenter de 40% depuis le début de la crise. Et comme ici dans les Yvelines, les collectes sont plus difficiles à organiser. Avant, on pouvait organiser des initiatives de collecte financière comme des lotos ou des braderies qui nous permettaient de financer nos actions. Aujourd'hui, avec le confinement, on ne peut plus du tout. On avait aussi les collectes en magasin qui nous permettaient de collecter des produits alimentaires, d'hygiène ou de bébés qui sont aujourd'hui vraiment ralentis. Et la tâche est d'autant plus difficile que la plupart des bénévoles sont en grande majorité âgés, donc plus exposés au virus. Jean-Marc Herth, vous qui êtes sur le terrain,
Qu'est-ce qui vous frappe le plus? On parle des jeunes, on parle des chômeurs, mais il y a aussi beaucoup d'actifs, de gens qui, au fond, enchaînent des petits contrats, n'ont pas assez pour toucher le chômage partiel, n'ont pas travaillé assez longtemps, des intérimaires, mais qui n'ont pas non plus le seuil pour toucher les minima sociaux. Ceux-là sont dans un trou dans la raquette, si on peut dire. Ce qui me frappe en voyant les images, là, c'est que effectivement, il faut se résoudre à aller faire appel à l'aide alimentaire. C'est très difficile, en fait, d'avoir à demander de l'aide pour nourrir ses enfants. Et en fait, ce phénomène-là, il ne date pas du Covid. C'est-à-dire qu'en 2019, déjà, il y avait 5,5 millions de Français qui avaient besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir, pour nourrir leurs enfants. C'est un doublement par rapport à 2009. Alors, avec le Covid et effectivement le basculement de tout un tas de personnes qui s'en sortaient avec des revenus du travail, de jeunes qui s'apprêtaient à rentrer sur le marché du travail, le basculement de toutes ces populations-là fait monter encore les chiffres. Et Olivier Véran parlait en septembre d'un risque de 8 millions de personnes qui ont besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire. La solution, elle est assez simple. 8 millions supplémentaires? 8 millions au total. D'accord, parce que 8 millions au aujourd'hui, il y en a total, 7. ça nous fait 7 plus 1. 12% de la population française qui a à recourir à l'aide alimentaire déjà énorme, bien dans sûr, la 6e puissance économique mondiale. les Pour nous... Qu'est-ce que vous attendez très concrètement? Il y a effectivement des trous dans la raquette de notre système de protection sociale. À la fois, les Français ont pu se rendre compte avec la crise sanitaire que cette protection sociale était précieuse. Elle nous protège avec le chômage partiel, avec le système de santé, malgré ses faiblesses. Mais il y a tout un tas de populations qui passent à travers les mailles du filet. Je vous parlais justement de ces contrats précaires, de ces contrats d'intérim. Ce qui remonte quand on regarde les reportages, c'est ces situations où finalement vous avez enchaîné des contrats très courts, mais vous n'avez pas travaillé assez longtemps pour toucher le chômage partiel. Mais en même temps, vous gagnez, mettons, 1 700, 1 800 euros et ça ne vous ouvre pas droit au RSA. Il y en a beaucoup dans ce cas-là? C'est effectivement le type de situation qu'on rencontre. Rien. Et on ne touche rien quand on a entre 18 et 25 ans. Laurent Berger. On ne touche rien. C'est tout à fait juste. Quand on a entre 18 et 25 ans, on a tout un tas de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont parfois diplômés ou non diplômés, peu importe de certaine manière, et qui passent en travers les mailles du filet des dispositifs existants. Il y a des dispositifs existants qui s'appellent la garantie jeune, le PACEA, qui permet d'être accompagné, d'avoir une indemnité pour s'insérer professionnellement, mais il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans ces dispositifs parce qu'ils n'en ont pas besoin en termes d'accompagnement. Donc c'est les jeunes le principal. Les jeunes, ce matin, sur une antenne, le président des Restos du Cœur disait qu'il y avait un afflux de jeunes énorme et qu'ils avaient même été obligés de faire une distribution à la cité universitaire. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Pour des jeunes étudiants, par exemple, il y avait parfois les petits boulots. Le petit boulot, c'était évidemment dans l'hôtellerie, la restauration, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, c'était du babysitting. Qui ne s'opère plus non plus parce que les parents ne font pas forcément sortir ou en ont pas forcément besoin. Donc il y a des trous dans la raquette. La question elle n'est pas est-ce que elle est de deux ordres. Est-ce qu'on comble les trous dans la raquette et est-ce qu'on regarde en face la situation de la pauvreté dans notre pays? Et le RSA, par rapport au SMIC, par rapport à quand le RMI a été instauré, il a totalement dégringolé. Il a totalement dégringolé. Et moi, je ne suis pas pour une société... Il a dégringolé dans son montant? Dans sa proportion par rapport... D'accord. Par rapport à son indexation sur le SMIC, par exemple. Sur le SMIC, il a baissé. Et moi, je suis pour une société de l'émancipation, où chacun a la possibilité de s'en sortir. Évidemment que le travail, c'est extrêmement important. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, y compris des gens qui travaillent, d'une part, et d'autre part, des gens qui n'ont pas accès au travail pour l'instant et ont subi une crise économique, n'ont pas de quoi vivre décemment. Vous réclamez à la CFDT une augmentation Mais oui, du RSA. il faut une augmentation du RSA, il faut instaurer un RSA jeune, et il faut avoir des politiques ciblées. Et il faut un quatrième élément, si je peux me permettre, il faut un soutien massif aux associations qui viennent aux personnes les plus démunies. Vous souhaitez d'augmenter le RSA, c'est très concret, de combien? Et puis je vous donne la parole, Roland. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que pour revenir à un niveau par rapport au salaire minimum qui soit celui qui existait dans les années 80, il faut l'augmenter de 100 €. Et c'est une première étape. Les associations avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre nous disent que ça ne peut être qu'une première étape. Mais faisons cette étape. Et arrêtons. Moi, je veux juste le dire que ce qu'il faut arrêter, c'est de considérer que ce serait de l'assistanat.
Le raisonnement d'Emmanuel Macron, vous ne le comprenez pas. Non, on ne peut pas dire. Excusez-moi. Moi, j'ai cité personne. Je dis qu'il faut arrêter de considérer que c'est de l'assistanat. Moi, je vais vous dire, à chaque fois que je fais ce type d'appel sur la question de la pauvreté, qui est un peu singulière pour un syndicaliste, vous le reconnaîtrez, je reçois des courriers, des insultes en disant « mais c'est quoi ton histoire, tu défends les assistés, etc. » Il faut sortir de cette logique-là. On ne se grandira dans la société que si on se préoccupe d'abord de ceux qui sont le plus en difficulté. C'est très clair. Roland Lescure, augmentation du RSA. Mais là où je rejoins Laurent Berger, c'est qu'il faut arrêter de s'opposer dans ce pays et d'opposer les uns contre les autres. Quand même, je voudrais dire une chose importante, c'est que l'INSEE, quand ils ont sorti leurs chiffres, ont aussi annoncé hier, c'était pas grand-chose, mais que la pauvreté en 2019, elle avait commencé à baisser. Et c'est pas par hasard, c'est parce que par la prime d'activité, qui effectivement a tendance à augmenter l'écart de rémunération entre le SMIC et le RSA, parce qu'on a fait sur les aides à l'embauche, par le fait qu'on a rendu la France un peu plus attractive qu'elle était. Non, mais je veux juste en pleine crise, en situation exceptionnelle, est-ce qu'il ne faut pas revoir peut-être même temporairement le logiciel de départ? Moi, je pense qu'on l'a fait un peu, alors peut-être pas assez, mais votre collègue l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre a mis 2 jours à réaliser que ça serait peut-être bien de faire quelque chose pour les jeunes. On en est, avec Stan Guerini au Mouvement En Marche, en grande partie responsable. On a beaucoup insisté pour que dans les mesures de pauvreté qui ont été annoncées il y a 3-4 semaines, les jeunes soient concernés alors qu'ils ne l'étaient pas effectivement au départ. Je veux juste qu'on n'oublie pas que c'est aussi en créant de l'emploi, c'est aussi en créant de l'éducation. Oui, vous l'avez dit, mais le RSA ensuite, ouvert aux moins de 25 ans, ça c'est pas sur la table encore. On est bien d'accord. Et moi là-dessus, je suis pas pour. C'est-à-dire que là-dessus, on a un désaccord. Pour quelle raison précisément? Parce que je pense qu'à court terme, on peut sans doute faire plus. Je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà fait, et en partie grâce à nous, il y a 4 semaines quand ça a été annoncé, on a un sujet ponctuel de maintien des gens qui sont aujourd'hui dans l'extrême pauvreté. Et Laurent l'a dit, il faut aussi, Laurent Berger, il faut aussi davantage aider les associations, parce qu'on a vu le travail exceptionnel qui sont faites, il y a des choses qui sont prévues dans le plan de relance en passant. Mais en revanche, je ne crois pas, c'est pas une histoire d'assistanat, mais je ne crois pas que les jeunes de 18 à 25 ans doivent avoir un revenu minimum, j'allais dire, quelles que soient les conditions, parce qu'on a un défi, effectivement. Moi, j'ai vécu au Canada pendant 8 ans. Tous les jeunes travaillent en fait plus qu'en France, et on a une insertion des jeunes sur le marché du travail qui, je dois le reconnaître, est plus efficace. En revanche, ce qu'ils ont fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est que pendant tout l'été, là, les jeunes qui ne pouvaient pas travailler ont eu 2 000 $, donc presque 2 000 € chacun. La question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Voilà, ils en témoignent, ça fait une grosse différence. Si on a un trou dans la raquette, c'est à court terme. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse davantage encore à aider les jeunes aujourd'hui, mais je ne crois pas, moi, à un RSA pour tous, et là-dessus, je sais qu'on n'est pas d'accord. Laurent Berger vous répond, puis je vous donne la parole juste après. Ce débat-là, il court depuis la création du RMI. Et le sujet, c'était, mais est-ce qu'on ne désincite pas finalement des jeunes à s'insérer professionnellement? On a la chance d'avoir de très bons économistes dans ce pays. Il y en a une qui s'appelle Esther Duflo, qui a prouvé par... Prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie, qui a prouvé par un certain nombre de ses travaux que d'avoir une indemnité, une allocation, peu importe comment on appelle ça, d'un niveau suffisant pour survivre, n'était pas du tout des incitatifs à prendre une activité. Moi, mon métier d'origine, c'est conseiller en insertion professionnelle. J'ai constaté, et quand j'ai lu les travaux d'Esther Duflo, j'étais extrêmement satisfait parce que c'était un ressenti très profond parmi les professionnels et mes collègues, etc. Lorsque une personne en bavait pour se nourrir, faire vivre décemment ses enfants, sa propension à reprendre une activité était beaucoup plus faible que lorsque la question économique était réglée, entre guillemets, c'est-à-dire lorsque la situation était meilleure. Et je crois que c'est vrai pour des jeunes. C'est vrai pour des jeunes aussi. Parce que je ne crois pas que si on verse une allocation un RSA pour les jeunes, on les empêchera d'accéder à l'emploi. On ne les englue pas dans le... Je ne crois pas du tout à ça, mais c'est vrai que c'est un débat... Le chômage ou l'assistanat. Jean-Marc Herth, vous, qu'est-ce que vous attendez très concrètement des pouvoirs publics, de cette majorité? Nous, on fait exactement le même constat que Laurent Berger, c'est-à-dire que effectivement, les personnes que nous accompagnons, on a reçu l'année dernière 1 400 000 personnes, qu'est-ce qu'elles demandent? 2 choses. Elles veulent contribuer à la société par leur travail, par une activité utile, et elles veulent être protégées. Aujourd'hui, contribuer à la société, étant donné la situation du marché de l'emploi, mais c'était déjà vrai hier, c'est compliqué. Il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même privées durablement d'emploi. On ne peut pas leur imputer l'entière responsabilité. Et la protection, elle n'est pas toujours au rendez-vous.
Et Emmanuel Macron avait parlé dans le plan de pauvreté, ça nous ramène à avant la crise sanitaire, d'un revenu universel d'activité. Et on travaille là-dessus. Hein. Ça a donné quoi? Ça n'existe pas aujourd'hui. Pour les jeunes de 18 ans, ou est-ce qu'on doit attendre un peu avant? Parce que la formation est importante, parce que l'apprentissage d'un métier, et oui, parce que parfois la galère, et je ne parle pas de l'ultra-galère qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, on est dans une situation particulière qu'on doit adresser. Je le reconnais. On fait beaucoup pour les associations. Est-ce qu'on fait assez pour les jeunes? Patrice Blanc, qu'on citait tout à l'heure, le président des Restos du Cœur, citait cette image qui a choqué quand on l'écoute. Ce sont des jeunes livreurs, des livreurs de repas. On les voit tant. Ils nourrissent les gens et qui ne se nourrissent pas. Qui nourrissent les gens et qui se retrouvent le soir même dans les banques alimentaires. Mais vous savez, quand intuitivement, on a dit attention, il y a une augmentation de la pauvreté suite au confinement, etc., ce qu'on nous a renvoyé, parce qu'on travaille avec le Secours catholique, avec d'autres associations qui sont les meilleurs observateurs, je suis désolé de le dire, mais on nous a dit oui, mais on ne retrouve pas ça dans les chiffres, etc. Et on a dit, mais regardez du côté des travailleurs indépendants. Mais très dépendants économiquement. Regardez du côté des jeunes étudiants, regardez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une cohorte de population uniforme. C'est diffus. C'est diffus parce que des trous dans la raquette existent dans notre système de protection sociale. Et il faut reconnaître que quand, en avril, mai, on a dit il y a un trou à tel endroit, le gouvernement parfois a répondu. Mais et là, c'est diffus. Et on n'y répond pas que par des petits bouts de dispositifs. On y répondra par une vraie logique d'éradication de la pauvreté. Et ça nécessite des revenus pour les personnes qui la subissent. Alors, on ne va pas forcément vous mettre d'accord, on l'entend, mais j'aimerais savoir, dans les associations, est-ce que la solidarité joue davantage? Est-ce que, par exemple, alors que à certaines périodes, ça peut être difficile, vous ne souffrez pas d'approvisionnement, de denrées alimentaires. On donne, la grande distribution donne. On peut trouver maintenant suffisamment correspondant aux besoins, j'entends. Il peut y avoir des soucis ici et là. Maintenant, l'Union européenne vient d'annoncer un surcroît de financement pour l'aide alimentaire. Maintenant, encore une fois, du point de vue du Secours catholique, le projet d'un pays comme la France ne saurait être d'avoir 8 millions de personnes qui ont besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire. Il faut augmenter les revenus. Il faut un revenu socle. Et la France y est engagée au niveau international. En 2015, elle a dit « Je vais éradiquer la grande pauvreté dans mon pays ». Comme tous les pays du monde. La grande pauvreté en France, c'est au moins 700 € par mois et par personne, c'est-à-dire nettement plus qu'un RSA qui est aujourd'hui à 564 €. On y revient. C'est toujours cette question. Il y en a deux. Il y a le niveau du RSA, notamment par rapport au niveau d'activité. Il y a est-ce qu'il faut élargir ça aux jeunes? Ce sont deux sujets, je pense. Mais sur les deux, c'est non, si j'entends. Mais moi, je veux surtout pas botter en touche. Mais Esther Duflo fait des superbes études économiques qui notamment montrent que les inégalités sont quand même bien moins importantes en France que dans les pays qu'elle étudie de près, et notamment en Inde, c'est son terrain de travail. En Inde, mais aussi aux États-Unis, où on a dû mettre en place des aides massives parce que les gens n'avaient aucune protection sociale. Ça n'enlève rien à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne veux surtout pas donner l'impression qu'on oublie ces plus démunis. Mais éradiquer la pauvreté, c'est aussi créer du travail pour tous, c'est créer de la formation pour tous, c'est sortir les enfants pauvres des quartiers des villes populaires qui sont aujourd'hui presque condamnés à la pauvreté. On met 5 générations à en sortir pour s'assurer qu'un enfant pauvre aujourd'hui ne sera pas un adulte pauvre demain. Il faut s'occuper des plus démunis, mais il faut aussi tout faire pour les en sortir. Et je pense que la formation, l'aide à l'emploi, l'aide aux entreprises permet aussi de faire ça. Très bien. Pour terminer ce débat, je voudrais vous interroger sur le climat. Il y a 2 ans maintenant, presque jour pour jour, les Gilets jaunes manifestaient et on pouvait même parler de convulsion sociale du pays. Comment vous sentez les choses aujourd'hui? Le basculement dans la pauvreté, ça peut être de la colère aussi? Oui, vous savez, on a, nous, une observation avec des gens avec qui on travaille du climat, de l'ambiance. Au printemps, c'était de la peur. Cette peur, elle s'est transformée en colère chez les travailleurs du public comme chez les travailleurs du privé. Et chez les retraités, elle s'est transformée en tristesse. Donc c'est ça, il y a une profonde lassitude, une profonde fatigue psychologique et une colère qui n'est pas forcément dirigée, assez prégnante. Et ça, on y répond comment? On y répond par de la confiance et par de la protection. La confiance, c'est donner à voir qu'il y a une autre situation possible. Et la protection, c'est de faire en sorte que, comme c'est le cas pour, c'est vrai, nombre de salariés qui ont l'activité partielle pendant cette période difficile, eh bien, c'est pour montrer que pour tous, il va y avoir une forme de protection. C'est dit.
Vous craignez une forme de cocotte minute d'un mot pour terminer? La colère existe et elle est parmi les pauvres, elle est aussi parmi les commerçants, on l'a vu récemment. Donc il faut essayer de la traiter, de la canaliser et de donner des perspectives d'avenir. Ça, c'est vrai que c'est essentiel. Il faut arriver à allonger l'horizon. C'est très compliqué quand vous risquez d'attraper un virus ou de perdre votre job dans les 24 heures qui viennent, mais on essaye de le faire en tout cas. Merci messieurs, vous restez avec moi, Laurent Berger. Merci évidemment. C'est un sujet dont on va continuer à parler, j'espère le moins longtemps possible, mais malheureusement il est là, il est encore devant nous. Je voudrais vous entendre sur le dialogue social un petit peu dans cette crise. Vos relations avec le président Laurent Berger, on le sait, n'ont pas toujours été des meilleures. C'est la séquence Grand Témoin. Où en êtes-vous avec Emmanuel Macron, Laurent Berger, la CFDT, partenaire historique de la gauche au pouvoir? Vous avez peu goûté, on peut le dire, la manière avec laquelle il vous a traité au départ de ce quinquennat sur les réformes sociales. Macron-Berger, je t'aime moi non plus, c'est un sujet. Maïté Frémont, vous regardez, vous réagissez. Merci à vous. La clé d'une bonne relation, tout le monde le sait, c'est la communication. Sauf qu'entre ces deux-là, avant même la toute première rencontre, c'était mal parti. Nous avons des partenaires sociaux qui sont insuffisamment présents, ou vivants, si j'ose dire, dans la branche et dans l'entreprise. Beaucoup moins que dans la plupart des pays européens. C'est ce qui nous a conduit à avoir des partenaires sociaux qui bien souvent font beaucoup plus de politique que de dialogue social. Plus de politique que de dialogue. Emmanuel Macron, le candidat, ne mâche pas ses mots. Alors forcément, quand il est élu président, Laurent Berger passe à l'attaque par l'épistolaire. Vous étiez l'interlocuteur privilégié du précédent quinquennat, ça n'est plus le cas. Ça c'est une formule. Ce qui est sûr, il le sait. Ouais. Le lendemain de son élection, je lui ai fait une lettre ouverte au président de la République en disant « partagez le pouvoir ». Mais cette lettre reste sans réponse. D'un œil extérieur, il faut le dire, cela ne présage pas une grande histoire d'amour. Le quinquennat débute donc au pas de charge, avec d'abord les ordonnances travail, ensuite la réforme de la SNCF et la grande mésentente entre Laurent Berger et l'exécutif continue. Je pense que le président de la République récolte ce qu'il sème. Le président de la République, il n'aime pas la nuance dans la confrontation des idées. Il préfère le bloc contre bloc. Écoutez-nous, sinon ça va péter. Sauf qu'entre-temps, le quinquennat vire au jaune, un peu comme les gilets. Et Laurent Berger le martèle, il y en a eu des alertes. Macron veut imposer une relation directe avec le peuple qui est dangereuse pour la démocratie. Vient alors le grand débat national et un espoir d'un mariage de raison. Mais encore une fois, Laurent Berger se sent en mal de reconnaissance. Il n'y a pas de sortie positive de ce grand débat possible. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on prenne le temps de discuter des solutions. La CFDT avec d'autres a fait les propositions autour d'un pacte social et écologique. J'espère qu'on sera entendu. Quand Laurent Berger, leader de la CFDT, appelle à une réunion des syndicats et des associations pour construire un pacte social de la conversion écologique, vous lui répondez quoi ce soir? Oui, on se met autour de la table? J'entends ce qu'il a proposé. Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux. Le temps passe et les crispations continuent, avec notamment l'assurance chômage, mais surtout la réforme des retraites et son âge pivot, symbole du différend qui oppose Emmanuel Macron au leader de la CFDT. Il y a des centaines de réunions qui ont été organisées avec les représentants syndicaux depuis janvier 2018, des centaines, et ça va continuer, pour essayer d'élaborer le bon système, le bon compromis social, le bon contrat social. Le projet qui a été annoncé par le gouvernement porte une ligne rouge énorme, c'est cet âge d'équilibre. Et sur ce point, Laurent Berger se fait entendre. Le retrait de l'âge pivot, c'est une victoire pour tous les salariés. Mais cette réforme, comme toutes les autres, est mise entre parenthèses, le temps de gérer la crise sanitaire. Alors Laurent Berger, est-ce que ça va mieux avec Macron aujourd'hui? C'est pas le sujet, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes suffisamment associé? Ça compte quand même. Dans le reportage, ça compte. Est-ce que les organisations syndicales sont suffisamment associées? Mais dans le reportage, il est sous-entendu que ce qu'on chercherait, c'est une forme de reconnaissance. Je vais vous dire franchement, moi, dans mon parcours militant et de responsable syndical, je m'en moque de la reconnaissance personnelle de la part du pouvoir. Mais le reportage montre bien que vous essayez de peser sur le fond et que la porte est restée justement, c'est sur le fond. Sur le fond, oui. Je pense qu'on n'a pas souvent été entendu. Je vais vous prendre un exemple. Vous citez fort justement, et c'est très important, la lettre ouverte que j'ai faite
que j'ai écrite dans Le Monde une semaine après l'élection. Elle disait quoi? Elle disait, attention, Monsieur le Président, vous avez été élu parce qu'en face, il y avait le Front National, et heureusement que vous avez été élu. Vous avez été élu sur une société qui est fracturée, sur un peuple assez divisé, qui préfère parfois l'altercation au débat d'idées et à la construction de propositions. Avec un monde en forte transition, besoin d'écologie, besoin de justice sociale, une pauvreté qui et était 2 ans déjà et demi extrême. après. Et 2 ans et demi après, et j'avais dit, vous ne pourrez pas faire tout seul. Ça s'appelait partager le pouvoir. Vous ne pourrez pas faire tout seul. 2 ans et demi après, il ne s'est pas rien fait. Moi, je ne suis pas dans un bilan où tout serait noir depuis 2017. Il y a eu des choses qui ont été faites et qui sont intéressantes. Je vais vous dire franchement, la réaction du gouvernement face à la crise qu'on a traversée sur le soutien à l'économie et le soutien à travers l'activité partielle, c'est une bonne réponse. Eh bien, 2 ans et demi après, je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment encore cette co-construction. Et je crois que c'est ce qui nous oppose fondamentalement. Un exercice solitaire du pouvoir, une forme de mépris des partenaires sociaux? Une forme de verticalité qui a été opérée. Et ça ne se mesure pas au nombre de réunions. C'est vrai que nous sommes dans un pays où lorsque vous êtes un représentant syndical, vous voulez discuter avec tel ou tel ministre, vous pouvez. Et toutes les organisations syndicales peuvent le faire. Mais ce dont il est question, c'est que la société est épaisse, au sens où elle représente des contradictions. Elle a besoin, avec des situations extrêmement diverses. Les questions qui sont à traiter sont très compliquées. Il n'y a pas de... Moi, ce qui m'énerve dans le débat public, c'est la facilité. Donc ça n'a pas vraiment changé, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu des inflexions à certains moments dans la volonté de discuter, de partager. On a voulu discuter sur les retraites. On leur avait dit, surtout, ne faites pas de mesures paramétriques. Ça mettra le bazar. Concentrons-nous sur un système plus juste, sur une réforme, ce qu'on avait appelé systémique. Aujourd'hui, vous avez des raisons de penser que ça c'est fini le paramétrique, ou en tout cas, c'est plus du tout d'actualité. En tout cas, il y a eu trop d'éléments paramétriques. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et moi, le passé, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, on est dans une société qui est en quête de sens, je crois, en quête de commun, qui est en quête de justice. Et moi, j'ai envie de rajouter une société qui devrait être guidée par un souci de solidarité. Et ça, face à cette situation très compliquée, une ambiance très compliquée, on a besoin de confrontation d'idées, on a besoin de faire ensemble. Et quand je dis ensemble, ce sont les acteurs territoriaux avec les élus locaux, ce sont les associations qui sont le maillage du lien dont notre société a besoin. Ce sont les acteurs syndicaux et patronaux. C'est-à-dire que moi, lorsqu'on est à ma place, on ne demande pas à ce que toutes les idées de la CFDT soient reprises. On demande à ce qu'on puisse co-construire. Et ça, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Mais, on entend ça ne veut pas dire qu'on n'est pas écouté, ça ne veut pas dire que des choses ont avancé. C'est compliqué. On a avancé, notamment depuis le début de cette crise. Mais il y a des petits pas. Voilà, on va retenir ça. On entend que c'est de la demi-teinte, très clairement. Oui, parce que depuis le début de la crise en mars-avril, objectivement, à chaque fois qu'on a posé un problème, on a été écouté pour rechercher les solutions. Modulo, ce qu'on vient de discuter sur la pauvreté. Mais encore une fois, maintenant, il va falloir se projeter. Il va falloir redonner confiance à notre société. Alors justement, d'un mot, parce que je voudrais vous interroger sur l'actualité du débat qui se tient en ce moment à l'Assemblée sur la sécurité globale. Mais d'un mot, sortir de la crise, agir vite, penser loin. Si on commençait à penser à l'après, on n'y est pas, quelle serait la grande réforme? Quelle serait la grande réforme qu'il faudrait faire sur le plan social? Eh bien d'abord, si on voulait penser à l'après, et je pense qu'on doit y être, on devrait se dire c'est quoi les indicateurs de progrès dans une société? Qu'est-ce qui doit guider nos actions, l'action publique, mais aussi nos actions collectives. Donc on arrête de mesurer le PIB comme on le fait aujourd'hui, c'est ça? Eh bien, ça ne peut pas être le seul indicateur, c'en est un. Il faut aussi que la question de la santé, la question de l'éducation, de la pauvreté, du respect de la biodiversité, des inégalités soit aussi... Et puis après, la deuxième grande réforme, parce que ça, ce serait une forme de direction à prendre, la deuxième réforme, je crois, qu'il faudra qu'on rediscute de la redistribution des richesses et de la contribution de tous, à égalité, j'ai envie de dire, au bien commun, c'est-à-dire à travers la fiscalité. Et donc là, oui, il y a un sujet de contribution des plus riches, que disait Louis Gallois tout à l'heure. Ce gouvernement, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a confirmé qu'il va proposer un amendement pour préciser l'article 24. L'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, article très controversé, vous le savez, sur l'interdiction à certaines conditions de diffuser les visages de policiers en opération. On va d'abord écouter le ministre de l'Intérieur.
La première, dire qu'évidemment, mais comme l'article 24 l'est déjà écrit, que la liberté de la presse est totale, mais peut-être faut-il l'écrire davantage parce que la liberté de la presse est un point important et c'est évidemment un point qu'il faut évoquer dans le texte de loi si certains pensent qu'il y a un doute. Il n'y en a pas et je le préciserai. En tout cas, ce sera ce que je proposerai au Premier ministre et au rapporteur avec un X et un S. Et deuxièmement, introduire le mot « manifestement », c'est-à-dire que les images qui manifestement souhaitent nuire ou veulent nuire aux forces de l'ordre, c'est pas une réécriture, monsieur le député, de l'article 27, c'est des précisions, mais qui feront naître sans doute, mais qu'il n'est pas déposé un amendement gouvernemental afin de faire voter, je l'espère, par la plus large majorité, l'article 24 pour protéger nos forces de l'ordre. Laurent Berger, est-ce que cet amendement peut suffire à apaiser sur cette question ? Je ne crois pas, même s'il faudra regarder. Mais vous savez, ça, c'est dramatique, ce sujet-là. Parce qu'on voudrait nous faire croire qu'il faudrait choisir entre la nécessaire protection de fonctionnaires qui font leur travail et la liberté de la presse. Ben non, il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. Mais la liberté de la presse, c'est sacré. Tout comme la liberté d'expression. Et donc, oui, c'est normal que des journalistes fassent leur travail, se rendent à des manifestations sans se déclarer. Et puis diffuser sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Par contre, ce qui est anormal, c'est que des personnes sur les réseaux sociaux pointent des noms, des adresses de fonctionnaires de police pour les mettre en danger. Mais il faut raison garder. C'est au gouvernement de faire ce compromis. Et ce compromis, oui, nous on demande le retrait de cet article. Bien sûr, c'est dit. Et ce compromis, ça ne peut pas être au détriment de la liberté d'informer. Merci beaucoup. Merci Laurent Berger d'avoir été notre invité. Sortir de la crise, agir vite, penser loin, c'est chez Kalman Levy. On va ouvrir à présent une page sur les vaccins. Je vous le disais, c'est sans doute l'une des meilleures nouvelles de ces derniers jours. Mais est-ce que la France est prête, d'un point de vue de sa logistique, est-ce qu'elle est prête à vacciner toute sa population? Décryptage tout de suite. Alors, combien de doses va-t-on commander? A-t-on la logistique pour la mise en œuvre et qui sera prioritaire? Un monsieur ou une madame vaccin, d'ailleurs, pourrait être nommé dans les jours qui viennent. La question des vaccins, mode d'emploi, c'est avec Nathalie Guilloire. Quels vaccins sont disponibles? Aucun vaccin n'est disponible pour le moment. Mais après des essais cliniques bien avancés et prometteurs, 2 seront bientôt sur le marché. Le vaccin Pfizer-BioNTech, développé par un duo américain et allemand, il serait efficace à 95%. L'autre, c'est le Moderna, du nom d'une société de biotechnologie américaine. Il serait efficace à 94%. Dans le monde, plus d'une vingtaine de laboratoires sont engagés dans cette course au vaccin, aux enjeux sanitaires et financiers colossaux. Qui achète les doses ? Avant même que les vaccins ne soient au point, les différents pays se positionnent pour pouvoir en acheter dès leur mise sur le marché. Pour la France, cela se joue au niveau européen. L'Union européenne a signé 5 contrats avec des laboratoires, un 6e est en cours de négociation. La distribution s'opérera en fonction de la population de chaque pays. Via ce système, le gouvernement français a déjà pré-réservé 90 millions de doses, de quoi potentiellement vacciner 45 millions de personnes. Pour 2021, Paris a mis 1,5 milliard d'euros de côté pour financer la logistique et payer les vaccins qui seront gratuits pour les Français. Comment se déroulera la vaccination ? La campagne ne démarrera pas avant que toutes les garanties de sécurité soient remplies, a promis le gouvernement, peut-être dès janvier. Les soignants et les personnes vulnérables seront-ils prioritaires? Les généralistes pourront-ils vacciner? Faudra-t-il aller dans des centres spécialisés? La stratégie de vaccination n'est pas encore définie. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un défi logistique. Le vaccin de Pfizer doit être gardé au froid, à moins 80 degrés. Il faut trouver comment le stocker et l'acheminer. Le ministère de la Santé a d'ores et déjà acheté 50 super congélateurs pour le conserver. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes médecin urgentiste et consultant pour LCI et TF1. Bienvenue sur ce plateau à John Tay. Bonsoir. Vous êtes député En Marche des Français qui vivent en Asie et médecin de formation. Christian Bréchot est avec nous via Skype depuis les États-Unis. Est-ce qu'il est là, Christian Bréchot? Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous êtes médecin, chercheur
et ancien directeur de l'Institut Pasteur. Et puis un peu plus tard dans l'émission, peut-être on va le voir, on parlera avec Jérémy Pelletier qui coordonne les études de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Jérémy. La Fondation Jean Jaurès qui a publié une étude passionnante sur le mouvement anti-vaccin et sur l'état de l'opinion face à ces nouveaux vaccins qui arrivent. Je vais commencer avec vous, Christian Bréchot. On est à un tournant fondamental avec ces différentes annonces, Pfizer, Moderna et les autres. Est-ce qu'on peut dire d'une façon certaine, avec ces premiers résultats très encourageants, qu'on aura un vaccin sûr pour la population de la planète dans les prochaines semaines ? Alors oui, je pense, votre reportage d'ailleurs l'introduit très bien. On a vécu au cours des 10 derniers jours une évolution vraiment très très forte et très positive. Je crois qu'on peut dire, c'est exactement ça, on peut dire oui, on sait maintenant qu'on peut faire un vaccin contre ce coronavirus qui était tout sauf évident il y a quelques mois. Et bien sûr, on a besoin d'autres informations. Bien sûr, on doit être prudent. On doit attendre les rapports finaux. On doit attendre les autorisations de la FDA, de l'Agence européenne, etc. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Mais oui, on a maintenant la preuve qu'on pourra avoir un vaccin contre ce coronavirus. Est-ce que c'est un vaccin qui est mis au point, réalisé à partir de l'ARN messager? C'est la première fois qu'on met au point un vaccin de cette façon. De quoi s'agit-il précisément? Alors, je vais vous répondre sur l'ARN, mais il faut bien savoir qu'à côté de ça, il y a d'autres vaccins qui vont également marcher et les résultats sont moins bien connus, mais qui sont en train d'arriver. Les Russes ont donné peu d'informations, mais leur vaccin est en train de marcher. C'est un vaccin qui est basé sur adénovirus et il ne faut pas oublier ce que font les Chinois. Mais pour votre question sur les ARN, le principe, si vous voulez, qui effectivement est très novateur, c'est que vous injectez directement, non pas des particules virales, non pas des structures, je dirais, remaniées, recombinées qui expriment le gène d'intérêt, mais vous injectez directement l'ARN qui fait que quand il entre dans la cellule va directement synthétiser l'antigène, la protéine du virus contre lesquelles vous voulez stimuler la réponse de l'hôte. Donc c'est ça, c'est une approche extrêmement directe de la vaccination et qui dans le futur d'ailleurs permet de bien s'adapter à d'éventuelles variations ou à d'autres virus. Et le fait que ce soit la première fois ne rend pas ce vaccin moins fiable? Si vous voulez, de toute façon, que ce soit pour ce vaccin ou pour les adénovirus ou pour d'autres vaccins, parce qu'on va sûrement y revenir, il y a vraiment d'autres procédés vaccinaux qui sont encore dans la course, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais de toute façon, ce qui est le juge de paix, entre guillemets, c'est l'avis des experts, les autorités FDA. Donc ce vaccin n'a pas, je dirais, de passe-droit par rapport à d'autres vaccins. Il va être évalué comme les autres. Et pour l'instant, ce qui est quand même vraiment très intéressant, c'est que dans les deux études, Pfizer-BioNTech et dans l'étude Moderna, l'étude intérimaire, mais enfin elle porte sur quand même pas mal de gens, elle ne montre pas d'effets secondaires importants. Dernière petite question, et puis je fais circuler la parole. La France, dans tout ça, l'Institut Pasteur et Sanofi, on est à la traîne ou pas ? Alors, on peut voir les choses de deux manières, pour répondre de façon très, très simple. On est derrière, la preuve, donc ça c'est un fait. Maintenant, encore une fois, et je ne le dis pas uniquement pour le vaccin Pasteur, parce qu'il y a beaucoup d'autres vaccins, les questions sur la durée de la protection, l'efficacité dans les populations à risque, votre reportage l'a très bien dit, on envisage de vacciner bien sûr le personnel de santé, mais également les personnes âgées, les diabétiques, les personnes fragiles. Quelle va être l'efficacité de ces vaccins dans ces populations? On ne le sait pas pour l'instant. Et il y a d'autres approches vaccinales, comme celle de Pasteur et comme d'autres, qui peut-être, je dis bien peut-être, pourraient donner des protections supérieures. Donc il va falloir attendre. Maintenant, pourquoi on est en retard? On peut peut-être y revenir si vous le souhaitez, mais je pense que ça s'explique par beaucoup de choses aux États-Unis et en particulier par la qualité des investissements et des interactions entre académiques et partenaires industriels. Oui, les Américains qui investissent massivement dans la recherche. Gérald Kyrgia, il y a évidemment énormément de questions sur les vaccins. D'abord, quand même, quelle rapidité, non? Est-ce qu'il faut se féliciter? On est à moins d'un an de cette épidémie, on a déjà des vaccins. Il faut se féliciter, oui, de la recherche qui avance plus vite que d'habitude. Et la technique étant
innovantes ne nécessitent pas les mêmes développements, donc c'est pour ça que ça va plus vite. C'est pas un vaccin comme un vaccin a été mis au point sur des œufs de poule, par exemple. Donc en fait, on prend le code génétique, c'est ce que Christian Bréchot a expliqué, on prend le code génétique, on vous nous injecte pas de virus, c'est pas du virus atténué, c'est pas du virus tué, etc. C'est le code génétique et il va s'intégrer dans vos propres cellules et vos propres cellules vont fabriquer une petite partie du virus, ce qu'on appelle les spicules, c'est-à-dire la coque du virus, qui est inoffensive, puisque c'est pas ça qui va pouvoir vous infecter. Et par contre, ça va être reconnu immédiatement par vos cellules immunitaires, et donc les anticorps vont être développés. Ça explique que c'est plus rapide. Pour être honnête, c'est pas le vaccin qui va arrêter automatiquement la circulation du virus. Ça va prendre du temps. Jamais. C'est pas la fin du Covid. Il faut un vaccin efficace, il faut une couverture vaccinale efficace. Et, vous voyez, il y a plein de conditions. En revanche, c'est une arme extrêmement importante. Donc la rapidité, oui, c'est bien, mais attention. Là, quand moi j'entends 1er janvier, tout le monde va être vacciné ou on va commencer la vaccination. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est dans 1 mois et demi. Ne serait-ce que les autorités réglementaires, etc. C'est impossible. Et j'allais dire, il faut pas confondre vitesse et précipitation aussi. Il faut peut-être se donner un peu de recul. Il faut organiser les choses. Ça veut dire quoi? Quels sont les plus grands obstacles? Parce qu'on sait qu'il doit être conservé à moins 80 degrés pour celui de Pfizer. Alors, pour celui de Pfizer, Moderna apparemment. Moderna, et c'est beaucoup plus acceptable en termes de distribution. Il va falloir qu'il y ait une stratégie vaccinale aussi. Mais avant même ça, il faut que les fourches codines des évaluations pour garantir la sécurité, c'est la FDA aux États-Unis, c'est les autorités européennes ou françaises. C'est fondamental qu'il y ait une évaluation, ne serait-ce que pour que les gens on ait confiance dans ce vaccin. C'est pas parce qu'il est sorti tout de suite qu'il faut tout de suite se faire vacciner. On va évidemment attendre que toutes les garanties, que tous les comités d'experts indépendants valident l'ensemble de ces vaccins. Il y a des protocoles très stricts à respecter pour valider les nouveaux produits de santé. Parce qu'après, il y a la question de la logistique. Il va falloir les entreposer dans des... Il y a une stratégie. C'est quoi la stratégie de la France? On nous dit déjà, Gérald Kierzek, que janvier, il ne faut pas rêver. Alors ça, c'est sur le plan technique, parce qu'il y a la mise au point des protocoles d'évaluation, soit par la FDA aux États-Unis, soit par l'Agence européenne du médicament. Ce sont 2 autorités qui sont très rigoureuses sur les critères qui permettent de valider, d'autoriser la mise sur le marché d'un nouveau produit de santé. Alors, ça, c'est incompressible. Concernant la France, c'est la Commission européenne qui décide. C'est l'Agence européenne du médicament. Ensuite, s'agissant des commandes. Voilà, actuellement, c'est la Commission européenne, effectivement, qui a plusieurs centaines de millions de doses en négociation auprès de plusieurs laboratoires. Il n'y a pas seulement auprès de Pfizer et BioNTech. Et ensuite, tout va dépendre quant à la stratégie. Il y a des éléments que nous n'avons pas. Faudra-t-il 1 ou 2 doses? Ça va peut-être dépendre. On parle de deux doses sociétés par personne. Donc on divise tout le temps le nombre de doses produites par 2 pour savoir combien de personnes peuvent être vaccins vaccinées. Qui vont arriver, qui seront peut-être en 1 dose. Donc vous voyez que selon le nombre de doses, le temps qu'il faut entre 2 doses, la façon dont ça réagit. Si je vous pose la question de la France et de l'Europe, est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est un peu en train de se faire avoir par les Américains? C'est parce qu'il y a eu pas mal de prises de parole, et notamment d'un chercheur français. C'est Moderna, c'est un chercheur français à la base. Moderna, c'est un laboratoire américain qui a semé un peu le trouble en expliquant, c'est Stéphane Mancel, son nom, en expliquant que l'Europe avait pris du retard, qu'elle n'avait pas passé tous les contrats en premier, contrairement à Donald Trump, qu'il avait fait. On va l'écouter, et puis vous réagissez après. Selon les quantités qu'ils veulent, parce que c'est des grosses quantités vu la population européenne, les livraisons seront plus étalées que s'ils avaient commandé il y a 1 mois, que s'ils avaient commandé il y a 6 mois. Plus ils attendent, plus ça sera décalé dans le temps. Il y a plein de choses administratives, des dossiers, des trucs, des alignements entre les pays. C'est juste compliqué à gérer quand vous êtes 27 par rapport à quand vous êtes tout seul. Il a absolument raison. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un pays, là où en Europe, nous sommes 27. Pour autant, ça ne veut pas dire que donc ça ne on est handicapé par rapport aux autres. Parce que je croyais qu'il y avait un guichet unique. Pour une fois, c'est la Commission qui décide pour tout le monde. Oui, mais encore une fois, il y a l'Agence européenne de médicaments qui doit valider. Ensuite, il y a l'organisation de la commande et de la distribution. Et tout ça, mais attendez, on n'a pas encore le vaccin, comme le disait le Dr Kierzek tout à l'heure. Mais pour les populations, ça c'est insupportable. Pourquoi on serait servi en dernier? On n'a pas dit qu'on serait servi en dernier. On prend du retard. On n'a pas dit qu'on serait servi en dernier. Eux ont des méthodes qui font que les décisions vont plus vite, les approvisionnements vont peut-être... Ça reste à démontrer. S'agissant de la gestion de la crise, je pense que chacun doit balayer devant sa porte. Donc attendons de voir. Eux ont peut-être un peu d'avance, ça reste à démontrer. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que tant la Commission européenne s'est saisie du sujet pour voir comment commander et comment organiser la distribution, et la France de son côté s'est saisie du sujet avec une équipe auprès du ministre de la Santé qui est en train de réfléchir à la stratégie. Il faut réfléchir à plusieurs stratégies puisque tout dépendra du vaccin et de la façon dont il est administré. Le retard, il a été pris en amont, il a été pris sur la recherche. Les États-Unis sont dotés d'une structure
extrêmement doté justement sur le plan financier, qui s'appelle le BARDA, qui est une structure qui va justement faire de la recherche, investir, co-investir avec les industriels, ce que n'a pas l'Europe, ce que n'a pas la France non plus. Donc le retard, il a été pris sur la recherche, sur le développement. Ensuite, Stéphane Bancel, il est dans une logique de business. Il dit le premier qui commande, c'est celui qui sera livré le premier. Ouais, et puis il a surtout envie... Ça peut être un peu choquant aussi quand on entend ce genre d'argument. Il est très à l'américaine. Mais le retard, c'est clair qu'il y est. Après, encore une fois, on n'est pas un mois près. Moi, je préfère avoir un mois de retard, toutes les garanties sanitaires, de sécurité, et faire adhérer les professionnels de santé et les Français, parce que c'est pas une... On va en parler dans un instant. Mais oui, c'est important. Plutôt que de se précipiter, un tout petit effet secondaire qu'on n'aurait pas vu sur les effets, sur les premières études, même sur des milliers de personnes. Si vous vaccinez des millions de personnes, là, vous allez avoir une incidence de cet effet secondaire. Et franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir toutes les garde-fous. On peut déjà on ne sait pas du tout, puisqu'on est en plein dans le test pour l'instant. Non, on ne sait pas, mais un effet secondaire qui interviendrait, un cas sur 1 million, si vous vaccinez 40 000 personnes dans l'essai clinique, vous ne le voyez pas. Dès que vous vaccinez 1 million, il va apparaître. Christian Bréchot, vous voulez intervenir justement sur la question d'un éventuel retard des Européens que nous sommes dans cette course au vaccin? En fait, ce que je voulais dire, c'est également sur l'aspect logistique. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop se fixer sur le moins 70 de Pfizer et ce genre de choses. BioNTech est déjà en train de préparer des annonces et travailler sur la stabilité. Je pense que ce qu'on va voir très rapidement, c'est en fait que ces vaccins vont pouvoir être distribués d'une façon relativement, je dis bien relativement simple. Et l'autre point que je voudrais dire, c'est que on est tous d'accord qu'il faut les autorisations. Je l'ai dit et ça vient d'être redit, on est tous d'accord. Les Américains vont vacciner à partir de la fin de l'année et ça va arriver. Et je pense on est face à une accélération qui est tout à fait remarquable. Donc je ne pense pas qu'on prenne des risques actuellement en faisant ça, parce qu'encore une fois, ça passera, comme ça a été dit, par les autorisations de la FDA. Donc je crois qu'effectivement, si je dis ça, c'est que oui, il faut se donner toutes les mesures de sécurité, on est tous d'accord. Oui, il y a d'autres vaccins, je l'ai repris tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, mais il est quand même très probable qu'on va avoir des vaccinations dans des groupes qui ont déjà été bien définis par le Conseil scientifique dès le mois de juillet. Il ne faut quand même pas oublier ça. Il y a déjà eu un travail de fait. Donc, on connaît les populations qu'il faut vacciner. On va voir arriver des doses. Les Américains auront été vaccinés avec les autorisations de la FDA, donc ce n'est pas n'importe quoi. On a des études, donc je pense qu'on va voir une accélération des choses et on va assister à un assouplissement de la logistique. Donc, justement, peut-être une dernière petite question, Christian Bréchot, sur la logistique. On se souvient du H1N1 et de ces immenses entrepôts dans lesquels les Français étaient appelés à se faire vacciner. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que ça va se répéter? Alors écoutez, très franchement, et ce n'est pas du tout pour fuir la question, je pense que ce n'est pas mon rôle. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça et ce n'est pas du tout pour fuir. Mais la manière dont je comprends, et je crois que ça correspond à ce qui a été dit sur votre plateau, je crois que dans un premier temps, on aura besoin quand même d'avoir des centres assez spécialisés, quelle que soit l'organisation, parce qu'il va falloir que tout ça soit bien contrôlé, soit fait sous forme d'études, où on suive très très bien les effets secondaires éventuels. Donc je ne vois pas comment on pourrait commencer avec une vaccination qui se ferait n'importe où. Alors après, comment seront organisés ces centres ? Ça n'est pas à moi de le dire. Merci Christian Bréchot. Je voudrais qu'on termine ce débat sur les anti-vaccins, enfin en tout cas les inquiétudes qui sont très fortes. Rebonsoir Jérémy Pelletier. Je le disais, vous êtes le coordinateur des études à la Fondation Jean Jaurès, la fondation qui publie une étude sur l'état d'esprit des Français avec ce vaccin contre le Covid qui arrive. On le sait, seul un Français sur deux en France déclare vouloir se faire vacciner. C'est très peu par rapport à nos voisins européens. Comment vous l'expliquez? Quelles sont les raisons de ceux qui refusent? Quelles sont ces raisons qu'ils mettent en avant? Alors, d'abord, il y a une vraie spécificité française, effectivement, comme vous l'avez dit, Myriam, vis-à-vis des vaccins et vis-à-vis de la question vaccinale. Vous savez, ça fait longtemps que la Fondation Jean Jaurès publie et réalise des études sur les théories du complot. Et on s'était aperçu, quand on avait fait cette première vague d'études en 2018, que la théorie à laquelle les Français adhéraient le plus et la théorie que les Français avaient vu le plus passer durant leur vie, c'était la théorie, vous savez, qui dit que l'industrie pharmaceutique serait de mèche avec le ministère de la Santé pour cacher au grand public la réalité sur une nocivité potentielle des vaccins. Donc il y a déjà
a en fait ce terreau. Ce terreau-là, il est que aujourd'hui, sur les théories du complot, si on prend des théories du complot, ce qui est en tête de gondole, c'est vrai que c'est la question, et une question qui concerne les vaccins. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui sont les plus rétifs justement à la vaccination et qu'on ne peut pas forcément qualifier de complotistes, mais qui sont des personnes défiantes vis-à-vis de la question de la vaccination, en gros, on peut définir, je dirais, 3 catégories. Vous avez effectivement la jeune génération. Plus vous êtes vieux, plus vous avancez dans l'âge, plus vous avez tendance à dire que vous êtes d'accord pour vous faire vacciner contre la Covid-19. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes réticent. La raison principale, c'est qu'en gros, vous avez la jeune génération qui doute en fait de l'efficacité du vaccin en disant que, bon, globalement, il n'y a pas assez de recul, mais surtout qu'en gros, c'est une génération qui ne se sent pas à risque et donc qui ne juge pas utile, par définition, de se faire vacciner. Et d'un mot, parce que je voudrais faire réagir mes invités, d'un mot, est-ce qu'il y a plus de refus aussi chez les femmes ? Vous avez plus de refus chez les femmes, absolument. Vous avez quasiment une femme sur 2 qui dit aujourd'hui je ne me ferai pas vacciner contre la Covid-19, contre 35% chez les hommes. Les femmes sont beaucoup plus inquiètes des effets secondaires d'un potentiel vaccin. C'est très clair en tout cas dans l'enquête et c'est un élément en tout cas central, je pense, pour la pédagogie qu'il va falloir faire sur le vaccin contre la Covid. Merci beaucoup Jérémy. Il faut préciser aussi que ta confiance vis-à-vis des scientifiques est bien moindre qu'au début de la crise sanitaire. Comment on fait face à ça ? Anne-Jeanne Tech, comment vous allez rassurer? Après tout, elles sont légitimes, ces inquiétudes. J'aimerais avoir la réponse et pouvoir être peut-être une fée pour expliquer comment il faut avoir confiance. C'est un vrai défi, la confiance dans la science, au-delà de la situation pandémique actuelle. Elle est ancienne, ça n'est pas quelque chose de récent. Je ne sais pas l'expliquer. Comme médecin, comme praticien, je pense qu'on a une part de responsabilité nous-mêmes. Nous avons besoin d'être plus transparents, d'être plus clairs dans nos explications. Quand un jeune dit qu'il ne souhaite pas se faire vacciner, il faut aussi comprendre qu'il ne voit pas la maladie, le risque pour lui-même. On ne voit pas de médecin, en gros, de 15 à 55 ans. On ne voit pas un médecin, on n'est jamais malade quand tout va bien. Donc tout ça peut s'expliquer. C'est à nous, je pense, médecins, de reconstruire, de rebâtir avec des gens. Et c'est à vous, élus, de retisser la confiance vis-à-vis des politiques, parce que c'est la France aussi, l'État qui va devoir. D'un mot, vous avez même pas 10 secondes. Une stratégie massive. On va être sur une stratégie beaucoup plus ciblée. Et ça, c'est important parce que la cible, ça va être des gens qui sont plutôt convaincus. Merci beaucoup. Et pardonnez-moi, c'était un peu court, mais c'était absolument passionnant. On va continuer d'en reparler de ce vaccin que nous attendons. Merci Jérémy Pelletier. Très belle soirée sur LCP. À demain.